beaucoup d'être venu à FinTech Révolution. Alors moi, je vais commencer tout de suite par le sujet de la souveraineté, parce que c'est un peu le mot qu'on entend depuis un peu plus d'1 an, le retour de Donald Trump, évidemment. Est-ce que vous voyez, vous, un vrai changement de mentalité ou pas, que ce soit d'ailleurs côté grand groupe, côté public, ou est-ce qu'en fait, on voit beaucoup de tribunes, beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a vraiment un enclenchement des choses bougent ou pas? Oui, ça bouge, mais ça bouge lentement, je trouve. Peut-être que le mot souveraineté n'est pas le bon d'ailleurs, parce que c'est un mot qui embrasse tellement large et qui peut être sujet à sarcasme, parce qu'effectivement, si on le détourne et qu'on en fait une sorte d'instrument de verticalisation de tout, d'autonomie stratégique en tout, qui n'est pas crédible, hein, et ben il se retourne contre lui-même. En fait, je pense que ce qu'il faut essayer d'obtenir, c'est que on nous maltraite pas, qu'on nous parle bien, qu'on nous roule pas dessus, que M. Vance et M. Lotnik ne nous insultent pas quand on dit qu'on veut appliquer le DMA à le DSA, et que quand on a un juge français à la Cour pénale internationale, on ne lui supprime pas la totalité de ses réseaux sociaux. En fait, hein, donc il faut être précis dans ce qu'on exige. Et il faut être également précis dans le fait que nos datas, on ne peut pas nous les prendre comme ça, sans instructions judiciaires précises, quand elles sont hébergées sur des infrastructures américaines. Donc voilà, moi je fais attention à ce mot de souveraineté, je préfère parler d'équilibre en fait, hein, comment dire, de rapport de force, hein, et donc de respect mutuel. Pour ça, il faut qu'on constitue quand même un certain nombre de positions qui sont des positions européennes. Et ça suppose que les directeurs informatiques des grandes boîtes du CAC en particulier, mais surtout de toutes les grandes boîtes européennes, au fond, résistent à la tentation qui est quand même une facilité d'aller choisir des suites de software américaines qui sont toujours bundlées, moins chères, marginalement en avance pour des fonctionnalités qui sont peut-être pas fondamentalement indispensables, mais c'est surtout ultra intelligente en bundling. Mais le problème du bundling, c'est que c'est la mort du petit cheval pour l'Europe. C'est que toutes ces startups qui proposent des éléments de la suite bundlée n'ont aucune chance. Alors c'est sûr que pour un directeur informatique, se refaire sa solution en prenant 4-5 startups ou 4-5 entreprises d'ailleurs européennes pour construire la chaîne à la place d'un produit bundlé américain, ça demande plus de boulot. Et ça peut coûter peut-être 5 à 10% plus cher, mais pas 40% plus cher. Ça prend plus de temps, c'est un tout petit peu plus cher, mais le payback en termes de dissuasion, hein, donc de respect mutuel et d'autonomie stratégique, il est quand même très très fort. Et qu'est-ce que vous pensez sur le fait aussi que des fois l'État construit ses propres solutions numériques? On l'a encore vu il y a quelques semaines avec le fameux Visio, donc la visioconférence, alors qu'il y a déjà des startups qui existent, quoi, en fait. Donc pourquoi aller créer ça? Oui, ça je pense que je suis pas forcément très adepte du truc, hein. Je suis resté à distance de tout ça. Voilà. Donc vous n'allez pas trouver pour l'instant à la BPI de solutions qui sont des solutions qui sont fabriquées par des arsenaux d'État. Vous faites beaucoup plus appel aux startups. Oui, alors on a une politique d'open innovation qui est très structurée, hein, depuis longtemps maintenant, en fait depuis 2018-2019. Elle est articulée, donc on travaille avec 70 startups. On a des outils d'ailleurs pour nous permettre de faire cette open innovation structurée, c'est Bloomflow. Et sur les 70 startups, il y en a 80% qui sont françaises. Hein, et c'est pas seulement du POC, du test et du... Non, c'est vraiment qu'on les utilise. Voilà. Et on en est très très content. Alors il y en a qui sont devenues structurantes pour nous, hein. Bon, il y en a une dont on est sorti du capital, c'était United, absolument fondamental. Je rappelle qu'en 2026, BPI France va faire, si je tiens compte du nouveau prêt qu'on vient d'annoncer, le prêt Boost pour les carburants là, digital, va faire pratiquement 250 millions d'euros de prêts au TPE en ligne. Hein, donc c'est considérable en fait. Il n'y a pas beaucoup de fintech, puisque je considère que BPI France, de ce point de vue-là, est une fintech. Et donc c'est powered by United, même si on est sorti du capital, on est encore au conseil d'administration, qui font 250 millions d'euros de crédit au TPE avec un octroi digital. Hein, voilà. Donc j'ai cité United, mais je peux citer Conformity également, hein, dans la sécurité numérique. Je peux citer Flaminem pour le KYC. Je peux citer... Bridge, je peux citer, enfin on en a quantité comme ça, hein, et on s'est au fond décidé, c'était formel,
à donner leur chance à des startups françaises ou européennes, françaises. Et en fait, on est super contents, quoi. Hein. Et sur l'IA, vous faites quoi? Vous arrivez aussi, vous sélectionnez des Alors startups et où est-ce que sur l'IA, on a signé avec Dust et avec Mistral. D'ailleurs, c'est aujourd'hui qu'on fait la signature finale avec Mistral. Donc Mistral va devenir l'outil fondamental des 4500 salariés de BPI France, leur permettant de développer en agile, en fait, hein, en vibe code, des agents de niveau 2. Hein. Donc Mistral devient une infrastructure de BPI France. Et Dust aussi, hein. Dust fonctionne vraiment très très bien, on en est extrêmement content. On travaille avec eux depuis maintenant 6 mois. Alors j'ajoute à tout ça le fait qu'évidemment on est un investisseur, c'est notre métier, hein. Donc voilà. Donc on a investi dans beaucoup de fintech françaises. Hein. Oui, mais du coup en interne, l'intelligence artificielle chez BPL, vous êtes une fintech, une grosse fintech peut-être, mais est-ce qu'il y a eu, comment ça se passe l'intégration avec tous vos collaborateurs? Mais c'est intéressant, vous disiez une fintech, une grosse fintech. En fait, il n'y a pas de raison qu'une fintech soit petite. Donc moi, ce que j'ai voulu, et c'est comme ça que j'ai fait passer le message managérial aux équipes, hein, c'est que BPI France ne soit pas une banque avec un service fintech, mais une fintech qui détient une banque. Pour que les gens comprennent bien que la coupole imaginaire, mentale, intellectuelle, c'est la tech, c'est la fintech. Et ensuite, dessous, il y a tout ce qu'on connaît, hein, qui va jusqu'au physique, au réseau physique des 50 agences, etc. Et dans lequel il y a tout le legacy qu'il faut ensuite broyer, transformer, remplacer, ce qu'on a fait en fait. Hein. Puisque même le core banking de BPI France, c'est une fintech qui le fait. Voilà. Et donc, votre question ? Je vous demandais comment ça avait été intégré auprès, enfin, en tout cas, vos salariés. Est-ce qu'il y a eu des réticences? Comment c'est perçu l'IA, l'intégration de l'IA au sein de BPI France? Ça commence, en fait, tout le monde a envie d'en faire. Tout le monde est impatient. Tout le monde trouve que ça va trop lentement. Évidemment, il faut quand même structurer un peu le truc pour que ça ne devienne pas une forêt d'initiatives non coordonnées, donc finalement coûteuses. Et donc, il y a des tout petits larcènes sur l'idée que on a quand même un cadre d'organisation de l'IA dans la maison. Hein. Mais bon, la maison BPI, c'est une maison qui va très très vite. Donc c'est une maison de militants et de collaborateurs impatients. Hein. Et je suis très content de cette culture-là. Il y a des membres du comité de direction de la BPI qui sont ici au premier rang et qui sont payés pour entretenir cette culture d'impatience. Bon, alors, entre le contexte géopolitique mondial, donc ce qui se passe au Moyen-Orient, l'inflation et l'inflation à venir, si je peux dire, la situation politique française, on va entrer en période après donc l'année prochaine, les élections présidentielles. Comment est-ce que vous pouvez rassurer un petit peu les entrepreneurs aujourd'hui dans la salle? On en a vu d'autres. Voilà, de toute façon, on est en temps de crise permanent. Le monde crise, sans jeu de mots, de partout. Quoi. La salle des machines fait beaucoup de bruit maintenant. Et ça va juste pas s'arrêter. Hein. L'IA, c'est la méta-révolution qui s'impose à toutes les autres. Et personne ne peut réellement la raconter par avance. Hein. Ce matin, il y avait un débat intéressant d'ailleurs sur France Culture entre quelqu'un qui disait « Moi, j'ai beaucoup de mal à accepter tous ces scénarios disant que on va perdre 30% des emplois de col blanc. » Et puis, il y avait une autre tendance disant « Mais je vous assure, on va les perdre. » Bon, on ne sait pas bien quelle va être la quantité de productivité additionnelle engendrant quelle quantité de nouveaux jobs additionnels. Personne ne sait en réalité. Bon. Et donc, je pense que quand on est entrepreneur, il faut avoir comme un photographe une distance focale très large. Hein, et donc, passer un peu de temps sur la vision, mais quand même beaucoup de temps sur l'exécution. Se protéger par une espèce de coupole mentale contre tous les larcènes qui peuvent vous inquiéter, vous ralentir. Et puis accomplir, quoi, déployer. Hein. Quand je vois ce que Geoffroy a dû faire pour que United soit ce qu'il est aujourd'hui, hein, par quoi il est passé, par quoi on est passé avec lui, à cause de la courbe des taux qui n'était pas prévue, elle n'était pas prévue parce que le Covid n'était pas prévu, parce que le quantitative easing n'était pas... Enfin, c'est comme ça. Hein. Et pourtant, il est toujours là et il va faire une boîte extraordinaire. Mais les entreprises que je vous ai citées répondent à de tels besoins, et je pourrais vous en citer plein d'autres hein, qui sont dans notre portefeuille, que j'ai pas d'inquiétude pour elle, honnêtement. Hein. J'ai pas d'inquiétude pour elle. Le point qui reste franchement à dénouer en Europe,
C'est la fierté des donneurs d'ordre pour la technologie européenne. Vraiment, il faut que... Donc en France, c'est un sujet SIGREF, et encore une fois, on progresse. Je pense qu'on ne progresse pas assez vite. Mais il y a des SIGREF dans tous les pays. Franchement, il faut se libérer mentalement de notre tendance absolument naturelle à aller choisir systématiquement les solutions américaines. Sinon, on n'y arrivera pas. Mais écoutez, ce sera une très bonne conclusion. Merci beaucoup.